Jadida pour leur accueil. J'ai toujours aimé être avec vous les journées de Petit Ktab chaque fois. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, je serai avec vous, Inch'Allah. Alors, on va aborder le thème des probiotiques en pédiatrie parce que tout le monde parle des probiotiques et on a un marché qui est débordé de probiotiques. Donc, quel probiotique choisir? On ne sait pas encore dans quelle pathologie il faut donner le probiotique. Donc, nous, on le donne dans toutes les pathologies, alors que les recommandations internationales sont un petit peu, chez l'enfant, ils sont un petit peu restreintes. Donc, on va voir ces recommandations. Et avant de parler des probiotiques, il faut bien sûr comprendre c'est quoi le microbiote, pourquoi on va utiliser ces probiotiques, dans quel but. Donc, pour cela, il faut comprendre d'abord c'est quoi ce microbiote intestinal. Appelé anciennement la flore intestinale, maintenant on l'appelle microbiote intestinal. Alors, c'est un organe à l'intérieur de notre organisme. C'est un organe à part entière. C'est un écosystème très complexe et qui est constitué de toutes les bactéries. Et on dit bactéries, mais il est constitué de bactéries, de virus, de champignons, de parasites. Et quand je parle de virus, ce n'est pas les mêmes virus qui nous infectent. C'est des virus qui ont la particularité d'infecter juste les bactéries avec lesquelles ils vivent. Et ils n'infectent pas nos cellules humaines, les virus qui sont à l'intérieur de notre tube digestif. On abrite dans notre tube digestif 1000 milliards de bactéries, 10 à la puissance 14 bactéries dans notre tube digestif. Et on abrite une diversité très très importante, c'est une particularité de notre microbiote intestinal. On a plus de 4000 espèces bactériennes. Ce qui est connu, c'est 4300 espèces bactériennes dans notre tube digestif, avec 3 phyla majeurs. Quand je parle de phyla, c'est la grande famille. C'est la grande famille, puis les petites familles, et les espèces, c'est en dernier. Alors, on a les firmicutes, qui constituent 75% à peu près de toutes les bactéries du tube digestif, suivi par les bactérioïditis, et puis après les actinobactéries. On a bien sûr d'autres phyla qui sont sous-dominants, et parmi ces phyla sous-dominants, il y a les protéobactériens. Alors cet organe à part entière, il vit en parfaite symbiose avec notre organisme, avec toutes des fonctions qui sont très bénéfiques pour notre organisme. Ces bactéries, elles ne sont pas toutes cultivables. Elles sont cultivables, mais les conditions physico-chimiques dont ils vivent les rendent impossible de les cultiver in vitro. C'est impossible, donc c'est l'étude, c'est la biologie moléculaire qui a permis de connaître ce microbiote intestinal. C'est ce qu'on appelle le métagénomique, l'étude métagénomique du microbiote intestinal. Alors, comment il se répartit le long du tube digestif? On sait que dans le tube digestif, au niveau de l'intestin, nous avons de l'oxygène. Et en descendant au niveau du tube digestif, on n'a plus d'oxygène, surtout au niveau du côlon. Et donc, la deuxième particularité du microbiote, après la diversité importante, la deuxième particularité, c'est la possibilité de s'adapter à des milieux différents. Donc, il y a des bactéries qui vont vivre dans ce milieu aérobie au niveau de l'intestin grêle, et d'autres bactéries qui vont vivre dans un milieu anaérobie avec une acidité qui est bien sûr différente. Tout en descendant, l'acidité donc diminue dans le côlon, dans le tube digestif, et donc il y a des bactéries qui vont vivre. Et on va individualiser 2 niches écologiques au niveau de l'iléon terminal et au niveau du côlon. Et la particularité du côlon, c'est qu'il est considéré comme une grande chambre de fermentation à cause de la diversité et du nombre très important de bactéries, 10 à la puissance 11, qui est situé dans le côlon, dans notre côlon. Et bien sûr, tout ce microbiote intestinal, il est là pour assurer plusieurs fonctions qu'on va voir. Mais ce microbiote, la richesse du microbiote et sa diversité, ils sont différents en fonction de l'âge. Et ce qui nous intéresse, nous, les pédiatres, c'est cet âge décisif. C'est entre la naissance et 3 ans. Vous savez qu'entre la naissance et 3 ans, on peut décider de la vie à l'âge adulte de cet enfant, de la santé à l'âge adulte de l'enfant. Si bien sûr le mode de délivrance est bien, la voie basse, si l'alimentation est bien, c'est important, l'alimentation et de la maman et de l'enfant, s'il est bien, c'est décisif pour la santé à l'âge adulte. Alors,
dans cette période, le microbiote intestinal subit des variations très très importantes, des changements très importants avant de se stabiliser vers l'âge adulte. Et après, quand on grandit plus, une diversité, une richesse qui diminue, c'est normal avec l'âge. Alors, bien sûr, chacun de nous a une signature microbienne qui lui est propre. Aucune personne ne ressemble à une autre côté microbiote intestinal. Mais on a quand même des points communs. On a 18% de bactéries qui sont communes chez tous les humains, mais on a des différences très importantes et chacun a sa signature microbienne. Regardez, ça c'est en vertical, ça c'est des individus. C'est le microbiote des individus. Alors si on compare cet individu à celui-là, on va voir chez celui-là qu'il y a des firmicutes, qu'il y a un pourcentage de firmicutes qui est très important. Et chez celui-là, par exemple, il a plus de bactérioïditis que de firmicutes. Mais on est différents côté signature microbienne, mais regardez la fonction, c'est les mêmes fonctions. Ce microbiote qui est différent, il assure les mêmes fonctions chez tous les individus. Ça, c'est les gènes, c'est l'étude des gènes et la fonction de ces gènes qui a permis de prédire des fonctions de chaque bactérie, de chaque espèce bactérienne dans le tube digestif. C'est les mêmes fonctions pour un microbiote qui est totalement différent entre les individus. Et donc, assurer toutes ces fonctions permet ce qu'on appelle une homéostasie entre l'hôte et le microbiote intestinal. Au contraire, quand on a des perturbations de ce microbiote intestinal, et on a deux types de perturbations. Soit une perturbation qui est passagère. Par exemple, nous on utilise beaucoup les antibiotiques. On va donner un antibiotique à un enfant. Bien sûr, on va traiter par exemple une pneumonie et on va tuer le pneumocoque, mais on va tuer aussi des bactéries au niveau du tube digestif. Qu'est-ce qui se passe? Ces bactéries, par la suite, elles vont se reconstituer, proliférer après, et donc on aura ce qu'on appelle une résilience du microbiote après une durée qui est différente entre les individus. Par contre, si on continue à perturber ce microbiote intestinal par l'usage de l'antibiothérapie chaque mois, chaque 15 jours chez des enfants qui n'ont pas besoin d'antibiotiques, c'est ce qu'on appelle, c'est des perturbations permanentes. Et qui dit perturbation, diminution de la diversité et de la richesse, dit perturbation des fonctions. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dysbiose qui va s'installer. Et quand la dysbiose s'installe, c'est le terrain propice pour toutes les pathologies auto-immunes, cancéreuses, dépression. On va voir que c'est le point de départ. Le microbiote intestinal maintenant, c'est le point de départ de toutes les pathologies. De la plus banale à la plus grave. Alors, quelles sont ces fonctions qui sont assurées par le microbiote intestinal? Déjà, le microbiote intestinal, pourquoi il se nourrit? C'est par les fibres alimentaires qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas absorbées. On les mange, ils ne sont pas absorbés. Et les protéines et les sucres de ces fibres alimentaires, ils servent comme ingrédients pour donner de l'énergie à ces bactéries. Et les bactéries, elles essaient de transformer ces protéines et ces sucres, des fibres qui ne sont pas absorbées, et elles essaient de faire des réactions chimiques pour transformer ces résidus, ces ingrédients, pour assurer une synthèse de vitamines, une synthèse des acides gras à chaîne courte qui sont très bien pour la santé de l'individu, et beaucoup d'autres métabolites. Ils servent pour l'énergie, pour nourrir le microbiote intestinal et pour nourrir aussi l'hôte qui est l'humain. Alors, il y a aussi l'effet de barrière. Donc, à côté de l'effet métabolique du microbiote intestinal, il y a l'effet de barrière intestinale. Barrière intestinale, c'est très important. Ils empêchent les bactéries pathogènes, bien sûr, dans ce microbiote intestinal. Il y a les bactéries qui sont bien, qui sont bénéfiques. Il y a aussi des bactéries pathogènes. Mais les bactéries qui sont bénéfiques, elles essayent de former un film. Elles protègent la barrière intestinale. Donc, ils essayent de mettre des barrières pour le passage des bactéries pathogènes. Alors, comment ils font ça? Déjà, ils essayent de renforcer ces jonctions entre les cellules épithéliales. Et deuxièmement, ils tapissent l'épithélium épithélien
l'épithélium intestinal, pardon, l'épithélium intestinal, et ils produisent des bactériocines. Et ces bactériocines, ils vont stimuler les cellules épithéliales qui vont synthétiser des protéines antimicrobiennes. Et donc, ils vont empêcher ces bactéries pathogènes pour entrer à travers l'épithélium intestinal. En plus, ils vont synthétiser, le microbiote intestinal va synthétiser les immunoglobulines A. Donc, il va aider à développer, à la maturation du système immunitaire de l'individu et bien sûr, bien d'autres fonctions que je ne vais pas détailler. Alors, une autre fonction qui a été mise en évidence par des travaux récents, c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Ce microbiote intestinal, il est dans l'intestin, mais il exerce des effets à distance, au niveau du foie et au niveau du cerveau. Et il a été mis en évidence un lien très étroit entre dysbiose intestinale et dépression, dysbiose intestinale et maladie d'Alzheimer. C'est mis en évidence, il y a un lien étroit entre dépression et maladie d'Alzheimer et dysbiose intestinale. Alors, le microbiote intestinal est donc un garant de la santé de l'individu. Donc, il faut qu'on soit dans cet état avec les bactéries qui sont les good bacteria qui sont les plus dominantes. Et quand on est là, c'est une santé qui est précaire. C'est les maladies inflammatoires, c'est les maladies auto-immunes, c'est les allergies, etc. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer son microbiote intestinal? La première chose, c'est l'alimentation maternelle et comment il vit cette maman. C'est son style de vie. Est-ce qu'il est bien ou pas? Ça va retentir sur l'enfant après. Et puis, il y a le mode de délivrance. Et bien sûr, on n'oublie pas la génétique. On est tous programmés pour avoir un microbiote intestinal X ou Y. Donc déjà, la génétique, elle est là, mais il y a des perturbations extérieures comme l'alimentation, le style de vie, etc., qui vont interférer pour influencer ce microbiote intestinal. Alors, chez le nouveau-né, quels sont ces facteurs qui vont l'influencer? Un nouveau-né bien, c'est un nouveau-né qui est à terme, qui est né par voie basse. Quand il est né par voie basse, il est en contact avec le microbiote vaginal, parce qu'il n'y a pas que le microbiote intestinal, il y a le microbiote pulmonaire, cutané, vaginal, nasal, etc. Donc il va se mettre en contact avec le microbiote vaginal qui contient beaucoup de bifidobactéries et donc il va avoir une flore qui est diversifiée et qui est très riche. Sinon, s'il est né par césarienne, il va être plus en contact avec la peau de la maman et avec les germes qui sont dans la salle opératoire, qui n'a rien à voir avec les germes qui sont dans le vagin de la maman. Donc déjà, la naissance par voie basse, elle est très importante pour un enfant. Et l'allaitement maternel. Vous savez que l'allaitement maternel, à part tout ce qu'on connaît, les constituants, les protéines, etc., l'allaitement maternel contient maintenant des probiotiques. Dans l'allaitement maternel, nous avons des bactéries, des probiotiques. Et quand l'enfant reçoit dès les premières heures après sa naissance l'allaitement maternel, il va aider à diversifier ce microbiote intestinal et qui est un microbiote qui est sain. Bien sûr, c'est un enfant qui va vivre dans un environnement sain parce qu'il est à terme, parce qu'il n'a pas de problème. Et c'est un enfant qui ne va pas recevoir d'antibiotiques. Et tout ça va aboutir à ce qu'on appelle une homéostasie intestinale qui va lui permettre une bonne tolérance et un métabolisme qui est tout à fait normal. Alors, au contraire, quand c'est un enfant qui est né prématuré, le plus souvent quand ils sont prématurés, surtout les grands prématurés, ils sont hospitalisés dans des unités de soins intensifs. On sait très bien que c'est des unités qui sont plus ou moins stériles et qui contiennent des germes nosocomiaux qui sont très agressifs. Et puis, c'est des enfants qui vont recevoir des antibiotiques. Et quand on va recevoir des antibiotiques, comme j'ai dit, ce que j'ai dit pour la pneumonie, on va tuer aussi les bactéries de ce microbiote intestinal. Et donc, c'est un enfant qui va avoir des maladies immunitaires, des maladies allergiques. La plus importante chez ces malades, c'est l'entérocolite ulcéro-nécrosante. On essaie de se battre contre l'entérocolite alors qu'on sait très bien que c'est l'alimentation, que c'est un problème d'antibiotiques, c'est un problème de milieu où cet enfant vit et qui est à la cause de cette entérocolite. Je ne vais pas passer sans parler des oligosaccharides du lait maternel. Pour les femmes, rassurez-vous, toutes les femmes ont le même lait.
mais on est totalement différent côté oligosaccharides. Et les oligosaccharides, c'est des sucres qui ne sont pas absorbés, qui sont contenus que dans le lait maternel. Ils ne sont pas absorbés, ils restent dans la lumière intestinale. Et ils servent d'abord comme de la nourriture pour le microbiote intestinal, et ils ont énormément de rôle aussi immunitaire, défense, barrière aussi, les oligosaccharides du lait maternel. On ne sait pas au Maroc, parce qu'il y a des femmes qui sont sécrétrices des human milk oligosaccharides, HMO, et d'autres qui ne sont pas sécrétrices. Et donc, les travaux qui ont été faits en Asie, ils sont plus sécrétrices que dans les autres parties du monde. En Asie, les femmes sont plus sécrétrices. Donc, on voit une différence entre des enfants, même s'ils sont allaités au sein, ils sont allergiques, etc. On se demande pourquoi. Celui-là, il est allaité au sein, il est bien. Celui-là, il est allaité au sein, il n'est pas bien. Et donc, c'est ça la différence apparemment. Et bien sûr, tout ça, il est prédéfini génétiquement. C'est la génétique qui prédéfinit est-ce que la femme va être sécrétrice d'HMO ou pas. Mais les HMO, ils sont très, très importants. Maintenant, on commence à les mettre dans les laits infantiles. Mais on est sûr qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ne vont jamais faire la même constitution, la même structure de l'allaitement maternel. Mais c'est important de dire ça parce qu'il faut qu'on rend à César ce qui est à César. Parce qu'on commence, nous les pédiatres, on commence à arrêter le lait maternel à tort et à travers chez les mamans. Dès que l'enfant a des problèmes de colique, non, il faut arrêter, il faut donner un... Je parle en général, mais c'est des pédiatres, mais j'ai vécu ça en consultation. C'est des gens qui me disent, le pédiatre m'a dit d'arrêter l'allaitement maternel parce que c'est lui qui est responsable de coliques, de nourrissons. Et de donner un lait qui est contre les coliques. Et la dame, quand on parle du lait maternel, elle sort de la consultation énervée parce que moi, j'étais pas bien parce que j'ai pas prescrit le lait artificiel. Donc, c'est des situations vécues. C'est du vécu ce que je vous raconte. Donc, essayons de donner à l'allaitement maternel ce qu'elle a, de lui rendre ce qu'elle a comme qualité. Excusez-moi, une particularité, parce que là, je suis dans une structure où il y a beaucoup d'accouchements, c'est que les mamans, elles refusent actuellement. On a ce problème, elles refusent de donner le sein. On essaie de les mettre même le plus tôt possible, même parfois dans la salle d'accouchement. Elles refusent. Comme elles refusent actuellement, elles refusent la voix basse. Oui, je sais, la voix basse, on a tous refusé, toutes refusé la voix basse à cause de... Oui, oui. Elle refuse la voix basse, elle refuse de donner le sein. Le monde à l'envers. Alors ça, c'est un travail qui a été fait, qui a étudié les enfants, les différents facteurs dont j'ai parlé. Moi, je vais prendre juste l'allaitement, la méthode d'alimentation de l'enfant. Ceux qui ont été mis sous allaitement maternel, regardez, ils ont beaucoup de bifidobactéries, contrairement à ceux qui ont été mis sous artificiels. Et si on regarde un petit peu les antibiotiques, regardez, avec la ciprofloxacine, il y a une diminution affreuse des bifidobactéries. Et bien sûr, il y a d'autres bactéries qui vont proliférer chez cet enfant. Pourquoi j'insiste sur les antibiotiques? Parce qu'on a tous la main facile à prescrire des antibiotiques. On a tous la main facile. Moi, j'ai prescrit beaucoup d'antibiotiques pour apaiser le stress et la souffrance des parents. Je sais que c'est pas bien, mais la maman elle est demandeuse, le papa il est demandeur, et je prescris des antibiotiques. Alors maintenant, il faut qu'on s'arrête un petit peu et dire est-ce que je fais bien ou pas. Je pense qu'on doit arrêter de prescrire les antibiotiques. D'ici 50 ans, on ne va plus trouver de quoi traiter les enfants. Même une angine, on va mourir par des angines, par des infections qui sont banales. Alors, regardons les effets des antibiotiques sur le microbiote intestinal. Et les effets des antibiotiques, ce n'est pas juste les enfants qui ont été mis aux antibiotiques. Même les enfants issus de maman, ils ne sont pas traités par les antibiotiques, mais ils sont issus de mamans qui ont reçu des antibiotiques en fin d'accouchement, en fin de grossesse, avant l'accouchement. Il y a une transmission verticale de problèmes. Donc, c'est des enfants qui vont être affectés, même s'ils n'ont pas reçu d'antibiotiques. Alors, les antibiotiques, ils affectent l'abondance de 30% de bactéries. Ils dérangent 30% de bactéries, d'espèces bactériennes au niveau du microbiote intestinal, avec une baisse rapide et significative de la richesse et de la diversité. Qui dit diminution de la richesse et de la diversité, dit dysbiose, dit problème de fonction et de rôle de ce microbiote. Alors, la diminution de bifidobactéries et une augmentation marquée des protéobactériens. Alors, si vous vous rappelez, les protéobactéries, c'est un phyla sous-dominant.
Normalement, il y a les actinobactéries, les firmicutes et les bactérioiditis. Les protéobactériens sont un phyla sous-dominant. Quand on donne les antibiotiques, les protéobactéries deviennent dominants et bien sûr, ils contiennent des bactéries qui ne sont pas bien pour l'enfant. Les antibiotiques affectent également l'expression des gènes de résistance aux antibiotiques. Je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Et l'activité protéique, ils affectent aussi le métabolisme global du microbiote intestinal. Quand ils agissent sur des espèces bactériennes, automatiquement, ils vont affecter le métabolisme. Regardez avant l'exposition, comment est la richesse et la diversité. Au moment de l'exposition et après l'exposition, on a arrêté les antibiotiques. Mais on a encore des dégâts après l'arrêt des antibiotiques. Et il a été rapporté dans les articles que les dégâts des antibiotiques persistent. Ça dépend des individus, de 2 mois à 2 ans. Si on prend un antibiotique, on peut garder les dégâts de cet antibiotique 2 ans après. Ça dépend des individus. Il y a des individus qui vont rétablir leur bon microbiote après 2 mois et d'autres individus qui vont le rétablir après 2 ans. Alors, regardez ce papier qui a étudié l'impact des antibiotiques sur les différentes espèces. Alors ça c'est au moment de l'antibiothérapie et ça c'est des 180. Regardez les espèces bactériennes, comment ils vont disparaître et puis ils vont reproliférer. C'est ce qu'ils ont appelé survivors. Après, il y a des nouveaux colonisateurs. Ce n'est pas les germes qui sont habitués normalement et qui doivent être dans notre microbiote. Ils sont dans le microbiote, mais avec une toute petite quantité. Là, regardez, c'est que du Clostridium qui va proliférer et qui va rester dans notre microbiote intestinal. Regardez, dès 180, il est encore persistant dans notre microbiote intestinal. Regardez les germes opportunistes, comment ils vont faire. Ils vont proliférer d'une façon très très importante. Ils vont proliférer et puis après, il y a bien sûr des germes qui vont disparaître, qui sont opportunistes, qui vont disparaître. Il y a d'autres qui vont persister, c'est les Escherichia coli ici. Et puis on va perdre d'autres bactéries. On va perdre énormément de bactéries, regardez, et on va perdre énormément de bifidobactéries à cause des antibiotiques. Donc il faut réfléchir 1000 fois avant de donner les antibiotiques chez les enfants. Ça, c'est un autre travail, mais il a étudié l'impact de l'ampicilline et la gentamicine, et il a étudié la recovery, de short term recovery, ça veut dire l'évolution à court terme. Oui, Court terme. À court terme, donc ils ont vu le microbiote après une cure d'ampicilline et de gentamicine. Moi, je vais pas vous embêter par les noms. Alors, regardez juste les couleurs. Alors, ça, c'est les protéobactéria. On a dit que les protéobactéria, ils sont sous-dominants. Regardez là, ils sont à 54%. Et 8 semaines après l'antibiotique, ils restent toujours dominants. Là, chez les groupes contrôle, regardez, ils sont à 23%, alors qu'ici, ils sont à 44%. Ça, c'est les espèces bactériennes. Regardez cette espèce bactérienne qui est en jaune, bifidobacterium, je pense. Là, c'est le vert. Ça, c'est le vert. Regardez le vert, bifidobacterium. Ici, à 4 semaines, c'est une toute petite quantité, 5%. Et puis, à 8 semaines, on a 15%. Alors qu'on est là, à 25%, c'est chez le groupe contrôle. Et on est à 19%. Donc, il y a quand même, à 8 semaines, après 2 mois de traitement par les antibiotiques, il y a quand même un impact de cet antibiotique sur des espèces bactériennes dans notre microbiote intestinal. Regardez aussi ce papier qui parle de l'alpha-diversité. Alpha, c'est une méthode statistique de la diversité bactérienne. Et c'est plusieurs études qui ont été mises dans ce papier. Et regardez l'impact de la vancomycine. La vancomycine, il bouleverse la diversité bactérienne du microbiote intestinal. Donc, il faut... moi, j'ai travaillé un petit peu dans une structure privée et je vois les pédiatres qui mettent rapidement l'enfant sur ciprofloxacine vancomycine dès le 3e ou 4e jour de ceftriaxone. On met rapidement ce vancomycine. Regardez la diversité, il bouleverse la ciprofloxacine, la vancomycine bouleverse le microbiote intestinal de l'individu. Regardez aussi pour les céphalosporines, c'est la même chose. Donc arrêtons. Moi j'ai vu énormément de pédiatres dans leur cabinet.
arrêtons de prescrire la ceftriaxone pour des angines chez l'enfant. On le fait. Pour des otites chez l'enfant, on le fait. Moi, je l'ai fait. Je ne vous dis pas que je l'ai fait et j'ai vu dans les cabinets de pédiatres qu'on donne facilement céphalosporine 3e génération pour traiter une angine chez un enfant. Alors, ces antibiotiques, ils vont aussi affecter, ils vont augmenter la sensibilité aux infections intestinales. Rappelez-vous de ce papier qui a parlé des germes opportunistes qui vont augmenter, etc. Alors, soit on va acquérir de nouveaux germes pathogènes, soit on aura une prolifération soudaine, comme on a vu dans l'article, de micro-organismes qui sont opportunistes. Et ça prédispose l'enfant, s'il est en déficit immunitaire potentiel, malnutri, il est déficitaire en fer, et le prédispose à des infections qui sont graves. Donc, on doit faire attention à tout ça. Et la diarrhée associée aux antibiotiques, c'est la situation la plus fréquente. On a tous rencontré la diarrhée post-antibiotique chez les enfants. Et il peut être dû à des germes qui sont banals, comme il peut être dû à des germes nosocomiaux. Mais on a fréquemment rencontré des situations de diarrhée après les antibiotiques. Et la cause la plus redoutable, c'est le Clostridium. Moi, j'ai vécu le décès d'un nourrisson de 10 mois par Clostridium difficile, par infection sévère à Clostridium, une colite pseudomembraneuse à Clostridium. On a donné la vancomycine pour traiter le Clostridium et l'enfant est décédé dans un choc septique. On se demandait pourquoi il est décédé. La vancomycine, il couvre le Clostridium, alors qu'on n'était pas conscient de toutes ces perturbations qui se passaient dans l'organisme de ce petit bébé. Donc, il faut qu'on réfléchisse avant de donner de l'antibiotique. Bien sûr, tout ça est lié à la composition du microbiote. Un enfant qui a un microbiote qui est sain, il va vite rétablir son microbiote après une antibiothérapie. Mais un enfant qui a déjà un microbiote qui n'est pas bien, c'est difficile de rétablir. Il est déjà en dysbiose, on aggrave sa dysbiose par l'antibiothérapie qu'on va prescrire. Et bien sûr, la durée aussi de l'antibiothérapie, il faut faire attention, elle affecte aussi. Il est important que la durée soit la plus courte possible pour ne pas bien déranger le microbiote intestinal. Elle affecte aussi l'homéostasie immunitaire et la tolérance. Et donc à long terme, si on continue à utiliser des antibiotiques, on va générer des maladies inflammatoires, des maladies atopiques, auto-immunes. Et il a été prouvé des associations significatives entre ces maladies et la prise d'antibiotiques au cours de la grossesse. C'est une transmission qui est verticale. Et bien sûr, dans l'entérocolite nécrosante, on a mis en évidence les processus inflammatoires et qui sont générés par un microbiote qui n'est pas sain. Quand on tue les bactéries bénéfiques, on induit un état pro-inflammatoire. À cause des bactéries qui ne sont pas bien, on induit un état pro-inflammatoire et donc l'enfant va faire, et si on ajoute un antibiotique, on va aggraver les choses et donc on va avoir des états inflammatoires importants. Dans l'entérocolite, il a été mis en évidence une faible abondance de bifidobactéries et qui est responsable de cette maladie. Et dans les MICI, notamment dans la maladie de Crohn, il y a un lien étroit, cause à effet, entre la maladie de Crohn et la dysbiose liée aux antibiotiques. Il a été prouvé avec certitude que les malades qui ont une maladie de Crohn, ils ont eu une dysbiose et qui est aggravée par l'utilisation des antibiotiques. Ça, c'est un papier qui a mis en évidence la relation, la probabilité de faire un asthme, une rhinite allergique, une obésité ou un TADA à cause des antibiotiques. Tout ça, c'est prouvé. La probabilité de faire un TADA chez un enfant augmente de façon exponentielle avec l'utilisation des antibiotiques. La même chose pour l'obésité et la même chose pour le risque du diabète insulino-dépendant. Bien sûr, ce n'est pas tous les enfants chez qui on donne des antibiotiques, ils vont faire un diabète insulino-dépendant. On a une base génétique, bien sûr, qui prédispose, et on a ces facteurs qui bouleversent le microbiote intestinal. Quand on a la génétique qui prédispose, si on a des facteurs exogènes, vous savez que dans le diabète insulino-dépendant, on a la génétique, on a aussi des facteurs extrinsèques. C'est les facteurs qui vont perturber le microbiote intestinal et qui vont être responsables de ce diabète type 1. Ici, ça exclut la prise d'antibiotiques chez la maman pendant la grossesse, justement. Non, tous ces problèmes liés à l'antibiotique, c'est soit l'enfant a reçu des antibiotiques, soit c'est la maman qui a reçu des antibiotiques. C'est une transmission, la maman elle va transmettre à son bébé
un microbiote qui est sain, soit il est sous antibiotiques, il va transmettre un microbiote qui n'est pas bien. Donc c'est la même chose. On imagine par exemple justement un enfant qui est issu par césarienne, mais il a été mis au sein dans un allaitement maternel exclusif. Est-ce qu'il n'y a pas de chance pour qu'il rattrape un peu? Alors j'ai parlé de ce changement très important au cours des premiers mois de la vie, des 3 ans de la vie. Oui. Oui, on peut. J'ai vu des papiers où des enfants qui sont nés par césarienne, chez qui on a donné des probiotiques, des enfants qui sont nés par césarienne et le lait maternel a rétabli un bon microbiote intestinal. Donc c'est possible. Ça dépend toujours de la génétique. Si on est prédisposé génétiquement à avoir de la dysbiose, on va avoir. Alors, le transfert de gènes de résistance aux antibiotiques est une chose très très importante. Alors, quand on prend un antibiotique, on le prend, on va avoir un microbiote qui est résident, qui est là, qui n'a pas été tué par et un microbiote transitoire. Rappelez-vous de ces nouveaux colonisateurs et ces opportunistes qui vont augmenter. Alors, quand on a un germe dans ce transitoire, c'est le nouveau colonisateur, quand on a un germe qui porte un gène de résistance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer ce gène de résistance au microbiote qui est résident, qui était sain. Il va lui transférer ce gène de résistance. Par exemple, on a utilisé l'amoxicilline et là, un gène de résistance à l'amoxicilline. Celui-là, il va le transférer à ce germe, et bien sûr, ce germe va le transférer à toute la population, et donc on sera résistant à l'amoxicilline. Alors, cela a été bien identifié avec la tétracycline, les céphalosporines et la vancomycine. Je dis aux résidents, arrêtez aux urgences, les résidents aux urgences. La céphalosporine, عندهم ال C3G بحال je ne sais pas بحال du doliprane. يعني حنا الباراسيتامول كله كنقولوا ليه doliprane. عندنا doliprane وعندنا céphalosporine 3e génération pour les angines, pour les otites, les infections urinaires qui ne sont pas authentifiées. اللي يدخل une infection virale, une rhinite, خلينا خضراء céphalosporine 3e génération et du doliprane. C'est grave ce qu'on fait, mais alors ça se voit surtout chez les enfants qui sont nés par césarienne. Et on a identifié plusieurs gènes de résistance dans les matières fécales des nourrissons de 1 à 2 ans. Et on a identifié aussi dans les selles de bébé d'une semaine. Alors, d'où viennent ces gènes de résistance? C'est de la maman. C'est de la maman, c'est une transmission verticale. Et bien sûr, vous connaissez très bien que les infections à germes résistants, elles augmentent le coût d'hospitalisation, la morbidité et la mortalité. Moi, j'oublierai jamais cet enfant. A posteriori, j'ai compris pourquoi cet enfant a fait un choc septique et pourquoi il est décédé. Alors qu'on était bien, on a donné la vancomycine, on était fiers de donner la vancomycine. C'est une colite à Clostridium qui est très grave à gérer. Alors, je vous explique juste un petit peu. Un individu qui va acquérir une bactérie résistante parce qu'il était à l'hôpital ou là il a pris ça d'une alimentation, je ne sais pas, hospitalisation. Et puis, cette personne qui va acquérir cette bactérie résistante, il va subir de l'antibiothérapie, il va prendre de l'antibiothérapie qui va transférer les gènes de résistance de cette bactérie, il va le transférer à son microbiote intestinal, il va excréter ça dans l'environnement et on va le prendre nous et on va avoir les mêmes bactéries résistantes. C'est comme ça que les résistances se transmettent pour nous aussi qui n'ont pas pris les antibiotiques. Alors, comment peut-on moduler le microbiote intestinal? Bien sûr, après ce que j'ai fait, on peut quand même agir sur ce microbiote intestinal et le rendre sain. Le rendre sain, bien sûr, à la limite de notre génétique. Donc, l'alimentation, c'est le pilier numéro 1. Maintenant, tout le monde parle de l'alimentation. Vous savez qu'on entend parler de cancéreux qui ont été traités par une simple alimentation saine, etc. On ne croit pas à la chose, on ne sait pas est-ce que c'est crédible ou pas. L'alimentation, c'est le pilier numéro 1. Bien sûr, il y a les probiotiques, il y a les prébiotiques, c'est des ingrédients pour les probiotiques. Les symbiotiques, c'est l'association des pré et des probiotiques. Et les postbiotiques, c'est des bactéries qui sont inactivées. On a des métabolismes de ces bactéries qu'on donne, c'est ce qui s'appelle les postbiotiques, soit la transplantation fécale. La transplantation fécale, bien sûr, on transplante les selles d'un individu qui est sain, qui a un microbiote totalement sain. On le transplante, on met une sonde gastrique et on le met dans l'intestin de l'individu malade. Ça a été fait dans les colites graves à Clostridium.
Et ça a donné de bons résultats. Bien sûr, c'est contradictoire, c'est des résultats qui sont passagers. Donc, on est obligé de retransplanter les selles d'un individu sain. Et ça a donné des résultats dans les colites inflammatoires. Alors, c'est quoi les probiotiques? Donc, c'est la définition standard, c'est des micro-organismes qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, exercent un effet bénéfique sur la santé de l'hôte. Quand vous la quantité adéquate, c'est 10 milliards, c'est des millions, des milliards. C'est important, parce que j'ai deux hommes, j'ai les autres. Alors, l'acidité gastrique, elle peut tuer la moitié de ces bactéries. Donc, il faut donner une quantité adéquate pour qu'il puisse arriver à son site et faire ce qu'il doit faire au site. Le site, c'est bien sûr le tube digestif. Alors, quelles sont les familles de probiotiques? Donc, ce qui existe sur le marché, c'est les bifidobactéries, les lactobacillus, les streptococcus, les Saccharomyces boulardii et les enterococcus. Alors, comment se caractérisent les souches probiotiques? Bien sûr, avant de définir quelle souche je vais donner, je vais définir bien sûr la maladie. Et la souche que je vais donner, elle doit être étudiée, génotype et phénotype. Et les fonctions de cette souche, quelle fonction elle assure, et puis sa stabilité. Elle doit être stable au cours de la fabrication, au cours de la conservation et au cours de l'utilisation. Sinon, il ne va pas arriver au site, il ne sera pas donc efficace. Et bien sûr, il doit résister au stress physiologique. Le stress, c'est l'acidité gastrique en premier, et c'est au niveau de l'intestin, les selles biliaires. Les selles biliaires tuent les bactéries au niveau de l'intestin, bien sûr, les probiotiques. Et il doit avoir la capacité d'adhésion à l'épithélium intestinal pour faire l'affaire. Et bien sûr, l'élément le plus important, c'est l'innocuité. Innocuité, ça veut dire que c'est une souche qui n'est pas pathogène et qui ne doit pas ni avoir ni transmettre les gènes de résistance aux antibiotiques. Et quand on a tout ça, il va assurer bien sûr des effets bénéfiques sans effets secondaires. Alors, on définit la pathologie pour laquelle on va donner le probiotique. Est-ce qu'on veut traiter ou là on veut prévenir? Il faut définir ça aussi, c'est important. Et bien sûr, il faut utiliser les preuves d'efficacité. C'est les études qui se font à l'échelle internationale sur les souches de probiotiques qu'on va utiliser. Il faut chercher est-ce qu'ils sont efficaces ou pas selon les études qui ont été faites. Et bien sûr, il y a des procédés importants. Il faut faire attention chez les immunodéprimés, dans les maladies graves, les grands prématurés et les cathéters veineux centrales. On donne les probiotiques chez les grands prématurés. On a donné des probiotiques chez les immunosuppresseurs, mais il faut juste faire attention parce que le risque, avec l'état immunitaire de l'individu, la bactérie risque, et elle a été mise en évidence chez un seul malade au monde. Une bactérie, c'est un immunodéprimé qui a proliféré, qui a donné une septicémie, un probiotique, une bactérie qui a donné une septicémie et qui a tué le malade. C'est rapporté une seule fois, mais apparemment c'est son terrain qui était responsable de ça. Alors comment vont agir ces probiotiques? C'est le même mécanisme que le microbiote intestinal. C'est les mêmes fonctions. Alors ils vont avoir une fonction de barrière intestinale, et ils vont assurer la maturation du système immunitaire, et ils ont un effet métabolique. Ils vont synthétiser des enzymes, des acides gras à courte chaîne, et bien sûr, ils vont agir aussi à distance sur le système nerveux central. C'est comme le microbiote intestinal. Donc, ils ont une action antipathogène parce qu'ils vont faire une compétition avec les bactéries pathogènes, c'est comme le microbiote intestinal. Ils vont inhiber l'adhésion des germes pathogènes, et ils vont augmenter la production des IgA, et ils vont augmenter les TH1. TH1, TH2, c'est les pro-inflammatoires. TH1, c'est les cellules qui sont saines. C'est les lymphocytes T. TH1, c'est le type de lymphocyte T. Et ils vont augmenter aussi les T régulatrices. Et ils vont restaurer la barrière intestinale. C'est la même chose que le microbiote intestinal. Alors, on va entamer les différentes indications de probiotiques. Alors, la première indication, c'est la diarrhée associée aux antibiotiques. Et la cause de cette diarrhée associée aux antibiotiques, c'est les bêta-lactamines, céphalosporines et
tous les antibiotiques qui vont agir sur les anaérobies et ils peuvent induire une diarrhée associée aux antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte des fonctions métaboliques du microbiote intestinal et donc on va avoir une diarrhée osmotique. Et il y a une prolifération de germes pathogènes, on l'a dit dans le papier, les germes, les nouveaux colonisateurs, etc., qui vont être responsables de cette diarrhée. Alors la diarrhée, elle peut apparaître au cours ou quelques semaines après l'utilisation des antibiotiques, mais faites attention s'il vous plaît, c'est un enfant qui peut faire aussi une diarrhée infectieuse, une gastroentérite virale ou bactérienne, donc on fait attention, il faut essayer de faire la part des choses, ne pas rattacher tout le temps cette diarrhée à la prise d'antibiotiques. Alors, il peut être une diarrhée légère, c'est ce qu'on voit tous avec l'amoxicilline et l'amoxicillin clave, on a tous vécu la situation de diarrhée post-antibiotique. Et il peut être une colite grave, pseudomembraneuse, à Clostridium difficile. L'enfant dont je vous ai parlé, le nourrisson, il avait pris des antibiotiques avant, il a fait la colite pseudomembraneuse et il est décédé par choc septique sévère. Alors, quel probiotique pour prévenir la diarrhée associée aux antibiotiques? Alors, on va voir les recommandations internationales. Les SPEGAN, vous connaissez, c'est la Société de gastroentérologie pédiatrique. Ils ont un groupe de travail qui ne travaille que sur les probiotiques. Ils ont beaucoup de groupes de travail qui travaillent sur une toute petite chose, c'est pas comme nous. Donc, ce groupe, il travaille que sur les probiotiques. Et donc, il recommande 2 probiotiques de première intention, bien sûr. C'est le Lactobacillus rhamnosus GG et le Saccharomyces boulardii dans la diarrhée associée aux antibiotiques. Comment ils définissaient? Ils ont fait une méta-analyse de toutes les études qui ont été faites sur tous les probiotiques et ils ont conclu que LGG et Saccharomyces boulardii, il faut le mettre en première intention. Puis, il y a d'autres probiotiques qu'on va voir. Alors, pour le LGG rhamnosus, il a permis une réduction de la diarrhée associée aux antibiotiques de 26% à 9,6%. Et la dose recommandée chez l'enfant, la réduction du risque de diarrhée de 71% est obtenue avec une dose très élevée, 1 à 2 milliards de bactéries. Donc il faut prescrire 1 à 2 milliards de bactéries par jour pour pouvoir réduire le risque de diarrhée associée aux antibiotiques de 71%. Pour le Saccharomyces boulardii, il a permis de réduire la diarrhée de 20,9% à 8,8%. Il a réduit également le risque de diarrhée à Clostridium difficile de 95%. C'est quand même énorme, c'est important. Alors, il y a d'autres... quelle durée d'abord pour ces probiotiques? Alors, les probiotiques, pour qu'ils soient efficaces sur la diarrhée, ils doivent être utilisés 1 à 2 jours après le début de l'antibiotique. Et ils doivent être poursuivis 1 à 4 semaines après l'arrêt de l'antibiotique. Alors, regardez ce travail qui a étudié 4 groupes. Un groupe contrôle, un groupe qui a été mis sous Saccharomyces boulardii seul, un groupe sous antibiotiques seul et un groupe qui a été mis sous Saccharomyces boulardii et antibiotiques. Si on prend le groupe contrôle, il a 4,4, donc on prend juste le Clostridium, il a 4,4. Alors, dans le groupe à Saccharomyces boulardii, c'est 3,4. Dans le groupe avec antibiotiques, regardez, le Clostridium est là, augmenté à 5,7. Et dans le groupe association probiotique-antibiotique, le Clostridium est diminué à 3,5. Regardez la même chose pour les Escherichia coli. La colonisation par les Escherichia coli est très très importante dans le groupe antibiotique seul. Et elle a été réduite dans le groupe avec antibiotiques avec probiotiques. Alors, les autres souches qui ont été recommandées par les sociétés savantes, c'est le Bacillus closei, bien sûr. Et là, ils ont fait des études, ils ont montré que l'efficacité est importante. Il y a d'autres souches. Soit c'est une seule souche, soit c'est une association, une mixture de plusieurs souches. Donc, on peut utiliser soit une souche ou l'association. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, là, ils ont étudié l'impact de lactobacillus, de Saccharomyces, seul et une mixture Saccharomyces et autres lactobacillus bifidobacterium pour conclure que la mixture de probiotiques, là c'est les not colonized
Donc ici, les probiotiques en mixture, ils sont plus efficaces qu'une souche seule de probiotiques. Mais une seule souche aussi, elle est efficace. Regardez, il n'y a pas une grande différence. 21 contre 20, et c'est 18, 17, et c'est 12, 18. Donc, avec une seule souche, on peut bien sûr faire l'affaire. Ça, c'est une conclusion des probiotiques en cas de diarrhée et diarrhée post-antibiotique. Les probiotiques, ils permettent d'augmenter la barrière intestinale. Ils permettent aussi d'augmenter la barrière cutanée et de diminuer la résistance aux antibiotiques, ce qui permet de moduler et de bien développer l'immunité de l'individu. Alors là, les probiotiques et la diarrhée aiguë infectieuse. Donc on a fini avec la diarrhée post-antibiotique. Là, c'est la diarrhée aiguë infectieuse. Et toujours, c'est les recommandations des sociétés savantes. Alors qui recommandent, donc il y a l'American Gastroenterology Association, et qui recommande le Saccharomyces boulardii ou l'association de souches, soit 4 souches ou 2 souches. Et les SPGAN Working Group, ils recommandent le Saccharomyces et le Lactobacillus dans la diarrhée infectieuse. Dans les probiotiques dans la diarrhée associée à la malnutrition sévère, ils ont fait un travail en Ouganda sur bien sûr des enfants malnutris. Et ils recommandent le L. rhamnosus GG, donc le GG rhamnosus, et Bifidobacterium animalis, qui ont été donnés chez ces enfants malnutris après leur sortie de l'hôpital, et ils ont permis de réduire la diarrhée de 26%. C'est quand même énorme chez ces enfants. Qu'en est-il des probiotiques et allergies? Alors, plusieurs papiers, bien sûr, ils ont étudié probiotiques et allergies. Et plusieurs sociétés savantes ils ont fait des travaux sur ça. Et ils ont conclu que la supplémentation des femmes enceintes et des nouveau-nés en LGG rhamnosus réduisait de 50% le risque de dermatite atopique à l'âge de 2 ans. Et l'effet protecteur perdurait à l'âge de 4 à 7 ans chez les enfants à risque. Et ils ont aussi conclu que la supplémentation prénatale ou postnatale en probiotiques ne permet pas de prévenir les allergies alimentaires. Là, il parle juste de la dermatite atopique, mais les allergies alimentaires, ils n'ont pas permis les probiotiques de les prévenir chez ces enfants. Alors, probiotiques et coliques du nourrisson. On sait très bien que devant les coliques, on n'a rien à faire. On rassure les parents, on prescrit, donc on peut prescrire des probiotiques dans les coliques du nourrisson. Alors quel est le mécanisme d'action de ces probiotiques? C'est qu'ils augmentent l'effet barrière et ils ont un effet anti-inflammatoire qui peut réduire le nombre et la durée des pleurs chez l'enfant. Donc effet démontré chez les nourrissons allaités au sein, les probiotiques réduisent la durée des cris, mais effet incertain chez les nourrissons qui sont nourris aux formules infantiles. Donc ça, c'est les travaux. Moi, je vous rapporte juste les travaux qui ont été faits. Et l'effet préventif donné à titre préventif des probiotiques chez un nourrisson pour prévenir les coliques, incertain chez les deux groupes. Soit les groupes allaités au sein, soit le groupe qui est allaité par allaitement maternel. Ça, c'est les différentes études qui ont été incluses dans ce travail qui a donné ses conclusions. Alors, probiotiques et syndrome de l'intestin irritable, je vais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de recommandations. Ça ne veut pas dire, que les probiotiques ne sont pas efficaces. Et quand on étudie, il y a regardez dans cette étude, improves relief of symptoms, ça veut dire qu'il est efficace dans cette étude, mais il fait un certain ici. Conflicting result, ça veut dire effet incertain dans cette étude, et donc le groupe de travail sur les probiotiques, ils disent qu'il n'y a pas de recommandations actuellement. Probablement avec d'autres études, ils vont sortir des recommandations concernant l'utilisation des probiotiques dans l'intestin irritable. Probiotiques et constipation, vous savez que quand on traite la constipation, on peut prescrire des probiotiques. La même chose, regardez, c'est une seule étude qui a montré qu'il y a une augmentation de la fréquence des selles. Ça, pas de recommandation aussi. Ils ont étudié ils ont fait une méta-analyse de plusieurs études et ils ont conclu qu'il n'y a pas d'effet sur la constipation chez l'enfant. Alors, probiotiques et Mickey, les bénéfices, ils sont
incertain. On ne sait pas. Et vous savez, les Mickey, ils sont sous immunosuppresseurs. Donner les probiotiques, ne pas donner les probiotiques. On préfère ne pas donner parce qu'on donne une immunosuppression, de donner les probiotiques alors que les bénéfices sont incertains. Regardez la même chose. Les études ne concluent pas à l'importance de ces probiotiques. Ça, c'est les probiotiques qui ont été utilisés dans les différentes études, mais l'effet est incertain. Donc, on reste recommandation pour pouvoir agir. Alors, pour conclure, l'ajout de probiotiques à une antibiothérapie, je pense qu'il est de mise. Il permet de préserver la diversité alpha-microbienne qui a été bien sûr démontrée par les études. Il permet de prévenir complètement ou au moins améliorer certains changements dans la composition microbienne intestinale et de diminuer les effets secondaires gastro-intestinaux dans la plupart des cas, notamment la diarrhée associée aux antibiotiques. Donc moi je pense que utiliser les antibiotiques avec les probiotiques, je pense qu'il est recommandé. Il faut les associer et vous avez vu, il faut les associer dès qu'on démarre l'antibiothérapie le premier jour. Il faut qu'on ajoute un probiotique pour pouvoir améliorer l'état du microbiote intestinal du nourrisson recevant l'antibiotique. Et je vous remercie.